Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bon Ramadan à toutes et à tous. Encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette édition de direct de votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne. Aujourd'hui, on va consacrer cette édition à cette relation tout à fait particulière, spéciale, très distinguée, très étroite entre les Émirats arabes unis et l'Égypte, entre ces deux frères arabes, justement dans ce temps de grands changements, dans ce temps où plusieurs crises frappent le monde entier dans les différents domaines, on trouve que cette alliance entre l'Égypte et les Émirats arabes unis représente une pierre angulaire pour toute action arabe commune. Notamment durant les derniers jours, on a vu ces mouvements égypto-émiratis qui visent à apaiser la situation au sein du Proche-Orient et qui visent en même temps à éteindre tout éclat qui a pour but de faire brûler le Proche-Orient et les atouts des pays du Proche-Orient. Donc, à la lumière de tout ça, on a vu que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi dernier le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au cours de cette visite ici au Caire pendant le mois de jeûne de Ramadan. Les deux leaders ont discuté de moyens de développer les mécanismes et les cadres de coopération conjointe dans tout le domaine au profit des deux peuples frères. Cette visite reflète également, si je peux dire, l'aspect de coopération fraternelle distingué entre les deux pays. Un commentaire de Salih Hamed et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi dernier le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Au cours de cette visite, les deux leaders ont discuté des moyens de développer les mécanismes et les cadres de coopération conjointe dans tous les domaines, au profit des deux peuples frères. Ils ont également examiné la coordination étroite vers divers développements régionaux. Ceci intervient à la lumière de la coopération et de la coordination égypto-émirati, considérée comme pilier fondamental visant à consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Le président Al-Sisi a souhaité la bienvenue à son frère, le cher invité de l'Égypte, le Cheikh Mohammed bin Zayed, soulignant la fierté du gouvernement et du peuple égyptien des relations bilatérales et des liens historiques étroits qui les unissent. Pour sa part, Cheikh Mohammed bin Zayed a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, son peuple et sa direction, ainsi que son souci de renforcer les relations de coopération fraternelle distinguées entre les deux pays. De même, les deux leaders ont discuté des moyens de développer les mécanismes et les cadres de la coopération conjointe dans tous les domaines au profit des deux peuples frères, en plus d'une coordination étroite vers divers développements régionaux à la lumière de la coopération et de la coordination égypto-émirati comme pilier fondamental visant à consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. La réunion a également porté sur l'échange de vues sur les dossiers les plus importants sur les scènes régionales et internationales. Ces discussions ont reflété une compréhension mutuelle concernant les moyens de traiter ces questions en convenant de déployer des efforts conjoints pour renforcer la coopération, la coordination et la solidarité entre les deux pays arabes afin de relever les défis croissants à tous les niveaux. Donc, pour connaître un peu plus d'informations concernant cette alliance entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, nous avons en ligne de l'Internet international M. Amr Salah, Dr Amr Salah, c'est le grand professeur de l'économie politique. M. Amr Salah, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international et bon Ramadan. Merci, le plaisir est toujours le mien. Bon Ramadan à vous et à tous nos téléspectateurs.
Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Natel International. Ma première question porte sur comment vous trouvez l'importance de l'alliance entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, dont ce grand changement que connaît actuellement le monde entier et à la lumière de cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Excusez-moi, je vous entends très mal. J'ai pas entendu la question. Encore une fois, comment vous trouvez l'importance de cette alliance entre les Émirats arabes unis et l'Égypte dans le temps de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dans le temps où se trouvent plusieurs crises qui frappent le monde entier? Oui, vous savez que les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont des relations exemplaires. Ouais. D'ailleurs, le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed, les deux leaders avaient entamé, si ma mémoire est bonne, plus de 30 visites conjointes. Vous avez des relations, non seulement des relations politiques, mais des relations économiques aussi importantes, et non seulement des relations économiques, et ça c'est très important, c'est ce qui caractérise, vous savez, les relations entre les deux pays. Vous avez aussi des relations sociales et de relations de sang, car il existe beaucoup de familles émiraties qui ont des proches égyptiens ou égyptiennes. Et donc, vous avez des liens de sang entre les deux pays, et on n'oublie pas, quand on était tout petit, on n'oublie pas les positions du cheikh Zayed, le père fondateur des Émirats arabes unis, ce petit pays qui s'était allié à l'Égypte lors de la guerre Kippour. Ce chef d'État qui avait soutenu l'Égypte, et son soutien est toujours exemplaire. Et d'ailleurs, les projets et le financement de projets du cheikh Zayed et ce qu'on appelle les fils de Zayed, Ayal Zayed, continue toujours en Égypte. Vous avez énormément de projets financés par les Émirats arabes unis en Égypte, et je parle des projets sociaux. Donc vous avez vraiment des relations entre les deux pays qui sont des relations exemplaires, et je crois que les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont des relations très typiques, et à mon avis, c'est des relations qui ne seront difficilement reproduites entre deux pays arabes. Des relations politiques, comme je l'avais dit, très importantes, des relations économiques très liées, mais aussi des relations militaires. Le président Fattah el-Sisi avait indiqué que la sécurité du Golfe et des Émirats arabes unis fait partie de la sécurité de l'Égypte. Comme je vous l'avais dit, nous avons vu des visites, le président d'ailleurs, Cheikh Mohammed Ben Zayed, depuis quelques jours, a été au Caire, et le président Fattah el-Sisi se rend fréquemment à Abu Dhabi et à Dubaï. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette visite du président Fattah el-Sisi aux Émirats arabes unis à Dubaï avec son frère, Cheikh Mohammed Ben Rachid, dans la voiture du Cheikh Mohammed Ben Rachid, et les deux leaders ont fait le tour de Dubaï. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une autre visite 2 jours après du président Fattah el-Sisi à Abu Dhabi, et cette rencontre dans un restaurant d'Abu Dhabi entre Cheikh Mohammed Ben Zayed et le président Fattah el-Sisi, cette rencontre, cette sortie qui avait été très amicale entre les deux frères. C'est pour ça que je vous dis... Docteur Amr, si on va jeter plus de lumière sur la dernière visite effectuée par Cheikh Mohammed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis, qui est la 3e depuis son ascension au pouvoir. À quel point cette visite représente, si je puis dire, ou souligne le rôle important, le rôle axial que joue l'Égypte actuellement, et à quel point cette visite couronne vraiment ces relations tout à fait fraternelles, distinguées entre les deux pays? La visite du cheikh Mohammed Ben Zayed a été une visite très importante, et d'ailleurs
ça s'inscrit dans les relations, dans le cadre des relations économiques très importantes entre les deux pays. Vous savez que l'Égypte est liée avec une coopération très importante avec les Émirats arabes unis, notamment dans le domaine économique, et ces relations sont basées sur des coopérations dans le cadre de projets conjoints. D'ailleurs, on a célébré il y a quelques mois, on a célébré les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et vous savez peut-être mieux que moi qu'il existe une coopération économique, comme je vous le dis, très importante entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, notamment dans le domaine de l'énergie. On se souvient de la visite du Cheikh Mohammed Ben Zayed lors de la conférence du COP 27 à Sharm el-Sheikh, et cette signature de l'accord de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine de la production de l'énergie verte. Comme je vous le dis, rien n'a changé depuis des décennies dans ces relations très fermes et fraternelles entre les deux pays, des relations qui étaient toujours distinguées par des sentiments de fraternité et d'amitié, et le besoin et la compréhension que nous avons un avenir conjoint avec les Émirats arabes unis. Comme je vous le disais, le président égyptien a marqué l'inauguration de 50 ans de l'anniversaire des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui a été tenu au Caire, sous le titre de l'Égypte. Si vous vous souvenez, l'Égypte et les Émirats arabes unis sont un cœur uni aujourd'hui. C'est un événement qui s'était déroulé avec le patronage du Cheikh Mohammed Ben Zayed, le président égyptien, lors de laquelle on a vu les visites des délégations émiraties, et cet amour et cette fraternité qui a marqué la réception des délégations émiraties, avec une coopération économique et des investissements dans tous les domaines, émiratis en général, à haut niveau. En fait, j'ai une autre question à la lumière de ce que vous avez dit, à la lumière de cette fraternité mutuelle entre les deux pays. C'est à quel point vous trouvez que cette alliance entre l'Égypte et les Émirats arabes unis représente l'une des pierres angulaires les plus anciennes dans toute action arabe commune en général, et notamment en particulier plutôt entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Je pose cette question à la lumière, encore une fois, de ce qui se passe dans le monde, de ce grand changement géostratégique au niveau de la guerre russo-ukrainienne, au niveau de ces bras de fer entre les Occidentaux et les Russes, les Occidentaux, les Américains, les Chinois, ainsi de suite. À quel point c'est tout à fait important d'avoir un axe arabe. Et cet axe arabe est basé sur cette action de plus en plus dynamique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pour répondre à votre question, je me souviens des propos du président Fattah al-Sisi lors du 50e anniversaire de relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, lorsqu'il avait souligné que les relations avec les Émirats et avec les pays du Golfe, notamment avec les Émirats arabes unis, et a traversé différents dirigeants et gouvernements, et reste un modèle de lien distingué entre les pays arabes frères. Le président Fattah al-Sisi avait ajouté que l'Égypte et les deux peuples de l'Égypte et des Émirats arabes unis restent toujours un seul cœur. Et la compréhension et la vision conjointe entre les deux pays, entre les deux dirigeants,
est une source une source solide de coopération. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et pour revenir à votre question, les relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, certes, traversent parfois certaines phases difficiles, mais à mon avis, ça reste des relations sacrées. Les liens entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont des liens historiques, comme les liens entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ajoutons à cela ce lien très 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 fort qui existe entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Donc je crois que les trois pays sont unis avec un destin commun. Et comme vous l'avez dit, il existe une compréhension et une connaissance des crises que le monde traverse. Et donc, nous avons besoin, et nous savons que les trois pays représentent une lance de fer de la coopération politique, économique et même militaire arabe. Et si vous voulez, vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais cette compréhension et cette vision commune entre les trois pays a aidé et aide à résoudre beaucoup de conflits. D'ailleurs, le président Fattah Sisi et l'Arabie Saoudite ont appelé à un calme au Soudan, par exemple, il y a quelques jours. Et il y a eu des initiatives de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite pour essayer de calmer la situation au Soudan. Comme par exemple au Yémen. Et donc cette unité entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, avec aussi les Émirats arabes unis, représente un atout très important pour le travail arabe conjoint. Ouais. Justement, ces derniers jours, il y avait quelques questions qui se posent sur la scène arabe. Le retour de la Syrie, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et le rapprochement entre l'Égypte et la Turquie. Question par question. Premièrement, comment vous avez vu le point de vue ou la position émirati et égyptienne concernant ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Ça, c'est une question très importante. Depuis des années, l'Égypte appelle à un rassemblement et depuis des années, l'Égypte appelle à un cessez-le-feu au Yémen et à ce que l'Iran cesse de porter une ingérence dans les affaires internes des pays arabes. D'ailleurs, ça a coûté très cher aux pays arabes, mais aussi à l'Iran. Et je crois qu'il est temps que les guerres cessent et qu'il existe une coopération entre ces deux grands pays pétroliers. L'Arabie Saoudite est un grand pays pétrolier, mais aussi l'Iran. Et je crois que cette entente, je dirais, cette entente et ce rapprochement est non seulement en faveur de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, mais je crois que c'est en faveur de toute la région. Ouais. D'ailleurs, je crois que nous allons voir des répercussions sur la situation au Liban, sur la situation en Syrie, sur la situation au Yémen, et peut-être au Soudan, sachant que l'Iran a une présence dans beaucoup de pays arabes. Et donc, ce rapprochement est non seulement en faveur des deux pays, mais aussi en faveur du Proche-Orient et des pays arabes et beaucoup de pays dans la région. Oui. Autre question, c'est ce rapprochement entre l'Égypte et la Turquie. Comment vous avez vu ça aux yeux des Émiratis? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre dernière question. Encore une fois, le rapprochement entre la Turquie et l'Égypte aux yeux des Émirats arabes unis. Mais comme vous savez, il s'avère que l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite essayent d'arriver à zéro les problèmes ou les crises sur la scène arabe ou quand même entre les Arabes et les autres pays. Donc
Comment vous avez vu une telle situation? Ce n'est pas un rapprochement. Je dirais que les relations entre l'Égypte et la Russie sont des relations La Turquie, historiques. la Turquie. Je parle de la la Turquie. Pardon. À la Turquie, pardon. Mm. Oui, la Turquie, ça c'est un cas à part. C'est un cas à part car il existe, vous savez, il existe beaucoup de différences, peut-être parfois historiques, culturelles, entre l'Égypte et la Turquie. L'histoire joue un rôle. La Turquie, comme l'Iran, avait une grande part d'ingérence dans beaucoup de pays arabes. Et d'ailleurs, la Turquie, à un moment, a joué un rôle, je dirais, négatif en Syrie, au Liban, en Irak, en Libye. Et je crois que c'est le même cas que de l'Iran. Le rapprochement entre la Turquie, dans un moment, dans des moments très difficiles, en faveur des deux pays, mais non seulement en faveur des deux pays, mais aussi en faveur de la région. Le conflit libyen est un conflit triste et l'ingérence turque a été négative et je crois que la position turque n'a pas aidé à une cohésion des partenaires en Libye. Et donc je crois que vu le rôle de l'Égypte qui toujours opte pour un climat pacifique, je crois que la position de l'Égypte et le trajectoire historique de l'Égypte pourraient influencer la Turquie et faire en sorte que la Turquie ait un rôle positif dans les conflits arabo-israéliens, mais aussi dans les conflits internes. Ouais. Dans les pays arabes. Et donc, je crois que, comme je vous le disais, ce rapprochement n'est pas seulement en faveur des pays, mais aussi en faveur de la région et du Proche-Orient. Ouais. Il y a actuellement des tentatives pour, bien sûr, apaiser la situation sur la scène arabe, mais aussi des tentatives pour faire retourner la Syrie à la Ligue arabe. À cet égard, on a observé qu'il y avait des préparations ou si je puis dire, des consultations entre les pays du Golfe, le Conseil des pays du Golfe, l'Égypte et l'Irak et la Jordanie. Donc, toujours, tous ces pays vont faire des réunions consultatives afin d'arriver à une position concernant le retour possible de la Syrie au giron arabe, à la Ligue arabe. Votre point de vue? Je vous répondrai à votre question pour clôturer. Très rapidement, je vous dirais que la Syrie est un partenaire très important dans la Ligue arabe. D'ailleurs, la Syrie a toujours eu un rôle historique dans la coopération interne régionale arabe. Le problème reste que la division qui existe actuellement en Syrie divise aussi les pays arabes. Vous avez une position saoudienne, vous avez une position égyptienne, et vous avez des différences entre les pays arabes même vis-à-vis de la Syrie. Reste que les Syriens devraient s'unir et devraient jouer un rôle plus positif dans la cohésion de la Syrie afin que la Syrie regagne le rang arabe. Le problème n'est pas avec les pays arabes, mais je crois que le problème reste dans la Syrie. Le problème reste interne et tant que le conflit syro-syrien existe, je crois que le retour de la Syrie au rang arabe reste un peu difficile. Donc il faut que les Syriens font pour résoudre leur conflit afin qu'il existe une unité dans la Syrie pour que ce pays regagne encore une fois le rang arabe. Ouais. Le docteur Amr Saleh, notre grand professeur de l'économie politique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Et une toute petite pause, chers téléspectateurs.
En fait, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont célébré l'octobre dernier le 50e anniversaire de ces relations bilatérales, des relations distinguées toujours, des relations fraternelles très spéciales, très étroites. Un commentaire pour savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne ces relations bilatérales entre ces deux pays frères. Les 26, 27 et 28 octobre, l'Égypte et les Émirats arabes unis célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Des relations de partenariat stratégique solides dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et sociaux. Des relations qui ont formé un modèle de ce que devraient être les relations interarabes, vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes. Ces relations reposent sur des fondements solides établis par Feu Cheikh Zayed Al Nahyan. Ces fondements ont permis de développer les relations qui connaissent actuellement leur âge d'or grâce à l'étroite amitié qui lie les dirigeants des deux pays, le président Abdel Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed, qui sont tous les deux motivés d'une volonté politique commune de renforcer les relations. La coopération entre les deux pays était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Au niveau économique, les échanges commerciaux ont atteint 4 milliards de dollars et les Émirats sont le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Égypte dans le monde arabe, alors qu'il y a de nombreuses entreprises et des investissements émiratiens en Égypte. Les Émirats arabes unis sont une grande économie et présentent de nombreux avantages relatifs, surtout au domaine de la technologie de l'information, de la logistique des transports, des ports et de l'immobilier. Des avantages qui sont complémentaires aux avantages relatifs de l'Égypte, en particulier dans les mégaprojets dans la zone du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative qui représente un environnement prometteur et attrayant pour les investisseurs émiratis. L'Égypte et les Émirats arabes unis s'accordent sur la lutte contre l'impact du changement climatique, surtout que l'Égypte a accueilli en 2022 la COP27 et les Émirats devraient l'accueillir cette année. Les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers les différentes rencontres, en particulier au niveau des sommets, sans oublier les sommets bilatéraux, trilatéraux et quadripartites qui ont réuni l'Égypte et les Émirats arabes unis avec d'autres pays arabes. Cette coordination a fermé une soupape de sécurité sous la nation arabe face à divers défis, en particulier le printemps arabe, la montée du terrorisme et la propagation des conflits et des guerres civiles en Syrie, au Yémen, en Libye, en Irak, au Liban et en Somalie. Donc, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale Dr Madame Farida Choubechi, la grande journaliste, la grande parlementaire égyptienne. Madame Farida, vous êtes toujours la bienvenue. Bon Ramadan. Oui, bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Et j'espère que nous sortirons de ces situations douloureuses-là. Encore une fois, merci pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Interview internationale. Nous espérons bien sûr vous retrouver quand même ici au studio. Mais en tout cas, ma première question porte sur votre point de vue, votre remarque concernant la nécessité, l'importance de former un axe arabe dans ce changement mondial, dans ce changement géostratégique, dans ce changement de système mondial. Et ça, quand même, à la lumière de cette alliance stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Vous savez, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que fait notre président, c'est qu'il essaye maintenant de réunir tout le monde arabe et de résoudre tous les problèmes qu'il affronte. Parce que là, vraiment, ce n'est pas le moment de s'entretuer comme nous voyons parfois dans certains pays arabes. Ce n'est pas le moment de compétitivité, d'animosité. Voilà. Maintenant, au contraire,
comme l'a toujours dit le président Sisi, notre force, c'est dans notre union. Alors, l'union fait la force. Et c'est pour ça qu'il essaie d'expliquer à tous les pays arabes qu'au contraire, nous devons chacun essayer d'aider l'autre pays en lui procurant ce qui lui manque. Par exemple, s'il manque de nourriture, alors ils peuvent l'aider dans ce domaine. S'il manque de produits, des techniques, ils peuvent l'aider. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde arabe, pas seulement dans l'intérêt du pays qui va en profiter de l'aide. Oui, oui. Toujours à la lumière de ce que vous avez dit, l'Égypte a salué ce rapprochement entre le Qatar, ou plutôt le retour de relations entre le Qatar et le Bahreïn. Oui. Justement, c'est ça, c'est ce que fait notre président dès qu'il a eu, qu'on lui a demandé, on l'a chargé de la responsabilité. Et là, il a toujours fait preuve de quelqu'un qui construit. Il est avec la construction, pas avec la démolition. Démolir, c'est très facile, mais c'est très nocif et c'est de graves conséquences. Non. Alors que construire, ça coûte beaucoup et ça demande des efforts, mais à la fin, ça profite à tout le monde. Oui. Oui. Et ça donne une force véritable, pas superficielle, c'est-à-dire. Oui. À quel point vous trouvez que l'Égypte, la main dans la main avec les Émirats arabes unis, mais aussi avec l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe, essaye de tracer, de mettre en place un axe arabe pour faire face à d'importantes crises, à d'importants problèmes, comme par exemple ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, cette violation, cette pénétration, ces attaques continuelles de la part des Israéliens et des occupants israéliens contre les Palestiniens à Jérusalem ou quand même sur la bande de Gaza. Moi, je suis sûr que l'impertinence israélienne et l'agressivité de plus en plus grande, c'est justement dû à notre discrimination. Nous sommes décimés entre... Même le pays arabe, il est décimé entre, comme par exemple l'Occident. C'est-à-dire que nous devons être unis. Et quand on est unis, Israël ne pourra plus faire ça. Et ça, c'est-à-dire que c'est un devoir arabe, parce que les Palestiniens ont été lâchés par tout le monde et par tous les pays arabes. Et là, maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous voyons des scènes effrayantes et tragiques. Moi, j'ai vu hier une vidéo qui m'a fait beaucoup de mal, plus de mal que je ressens maintenant à cause des conflits. Il y a un soldat israélien qui a étouffé un enfant. Ouais. C'est incroyable. Ça, et c'est des gens qui veulent nous convaincre qu'ils sont là comme des modèles de la justice et le respect des droits de l'homme. Il n'y a aucun respect pour aucun droit. Et ils n'ont pas le droit aussi d'occuper la mosquée Al-Aqsa et d'occuper aussi l'église de la résurrection. C'est incroyable à quel point ils méprisent les autres religions. Et ça, comme nous avons toujours dit, la religion c'est un lien entre l'être humain et le bon Dieu. Mais le pays, c'est le pays. Ils ne peuvent pas chasser les Palestiniens de leur patrie parce qu'ils ne sont pas juifs. Ça, c'est vraiment... c'est de la folie. Racisme, violence très grave. Terrible. Mais moi, je suis sûr que si on revient à notre unité, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est un facteur très important de l'unité arabe. Ouais. Donc, d'après votre point de vue, les Arabes sont de plus en plus conscients que c'est incombé à eux, sur eux plutôt,
de prendre leurs responsabilités face à d'importantes crises très sérieuses. Parce que les grandes puissances s'engagent dans une guerre mutuelle, dans une guerre commerciale, militaire, économique et ainsi de suite. Donc les Arabes doivent vraiment faire leur devoir parce que sinon il n'y aura personne qui va les aider, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez parfaitement raison, et il faut compter sur soi-même. C'est-à-dire, si les Arabes comptent sur leur unité, sur leur force et leur l'entraide entre les pays arabes, personne n'aura de tâche de les agresser. Mais là, maintenant, il faut presque un facteur inconnu, quoi, et méconnu aussi. Alors là, il faut qu'on prenne conscience, comme vous l'avez dit, que l'unité arabe, c'est notre force, que nous devons essayer de voir les complémentarités entre nous, pas la divergence et comment dire, les agressivités, tuer, faire souffrir. Non, il ne faut pas ça. Il faut pas. En plus, c'est pas de notre tradition ou de notre histoire. Nous n'avons jamais vu un tel dégât et un tel, je ne sais pas vous dire, une telle agressivité, je n'ai jamais vu, moi. Malgré que je suis vieille. Toujours, j'aimerais vous poser cette question concernant votre remarque, votre observation sur les efforts arabes visant à faire retourner la Syrie au giron arabe, à la Ligue arabe. Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que c'est possible? C'est possible quoi? Est-ce que c'est possible de faire retourner la Syrie? Je parle de la Syrie. Oui, c'est très important. Est-ce que c'est possible de faire retourner la Syrie à la Ligue arabe? C'est très important. Ça, c'est un point que j'attends et j'espère aussi. Oui, c'est très important. Il y a des espoirs, mais sur le terrain, est-ce que vous trouvez que ça sera réalisable? Malheureusement, je vous entends très mal. Est-ce que ça sera réalisable? Est-ce que Bien sûr que c'est réalisable, parce que la Syrie, c'est un pays arabe, c'est un pays qui a... Enfin, le gouvernement, la direction a toujours été à 100% pour les causes arabes. Mais qu'est-ce qui a nuit à la Syrie? C'est Daesh et l'autre là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les groupes islamistes, soi-disant, et ils ne font que la guerre à l'islam et à ses principes. Alors là, maintenant, il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est l'OTAN et les Américains qui ont décidé de marginaliser la Syrie, ce qui n'est pas dans notre intérêt. Et d'ailleurs, la Syrie a résisté jusqu'à maintenant. Comment, si le peuple n'aimait pas sa direction, n'aimait pas son président, pourquoi il aurait supporté? C'est la preuve. J'aimerais vous poser cette question. Comment vous trouvez, ou quand même vous observez ce rapprochement entre l'Égypte et la Turquie, et l'Arabie saoudite et l'Iran? Est-ce que vous avez entendu bien? Oui, j'ai bien entendu et je crois qu'il y a une prise de conscience dans tout cette partie du monde-là, qu'on a beaucoup nuit à nous-mêmes et qu'il est temps maintenant qu'on prenne conscience que c'est nous-mêmes qui devons conserver et préserver nos forces et notre jeunesse et notre armée et nos soldats, tout ça, au lieu de perdre tout ça pour rien et pour l'intérêt d'autres pays. Nous avons pris conscience maintenant qu'on faisait des guerres pour le compte de quelqu'un d'autre, pas dans notre intérêt. J'aimerais jeter plus de lumière sur ce point. Qu'est-ce que a poussé presque la grande partie, la grande majorité des pays de la région du Proche-Orient à arriver
à ce stade, arriver à avoir zéro problème au niveau de relations, est-ce que ce sont les chaleurs, plutôt les impacts négatifs de la guerre, russo-ukrainienne? Est-ce que ce sont la nouvelle position chinoise au niveau du Proche-Orient? Est-ce que c'est les États-Unis s'inclinent un peu de plus en plus de la scène du Proche-Orient? Quelle est votre remarque? Ça, c'est malgré les États-Unis, parce que les États-Unis, à mon avis, ça n'engage personne, mais ils ont toujours choisi la nuisance et la destruction pour les pays arabes. Tout ça pour son intérêt à elle, aux États-Unis, et aussi pour l'intérêt des pays que nous connaissons, surtout Israël. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a un réveil qui s'est effectué et tout le monde a vu et tout le monde a réalisé que toutes les guerres qu'on a faites, c'est pas dans notre intérêt à nous. Ça fait 20 ans maintenant depuis l'agression américaine sur l'Irak qu'on est presque perdu. Et puis maintenant, ils disent oui, on s'est trompé, c'était pas vrai et tout ça. Mais alors, ça a coûté quoi? Ça a coûté la destruction d'un grand pays, ça a coûté aussi le renforcement des organisations terroristes, comme nous avons vu. Et là, on a heureusement que maintenant on commence à savoir qu'on a très mal agi en nous soumettant aux propositions des États-Unis à ces plans. Et en plus, là maintenant, il y a aussi la Chine qui est devenue un facteur non négligeable, pas du tout négligeable, et que les États-Unis, après la guerre de l'Ukraine et de la Russie, elle a dépensé et elle a fait dépenser aux autres pays alliés des milliards et des milliards, alors ces milliards-là pouvaient vraiment transformer la planète et ne pas laisser un seul être malheureux ou affamé ou quelque chose. Alors là maintenant, il y a un changement. D'ailleurs, je ne sais pas si peut-être probablement vous avez lu dernièrement qu'ils ont commencé à avoir peur pour la chute du dollar, l'importance du dollar. Ouais. Alors là, il y a beaucoup. Le monde va changer. Le monde va changer. Oui, il va changer. Sûrement, il va changer dans cette phase-là là où nous sommes. Et vous voyez, par exemple, maintenant, personne ne parle de la Russie et l'Ukraine. Ouais. Il y a un changement, très important qui est en train de s'effectuer maintenant dans le monde. Ouais. Et moi, je suis sûr que ça va être dans l'intérêt des peuples. Ouais. Madame Farida Choubachi, merci beaucoup, merci infiniment en fait pour de tels éclaircissements de votre part. Et comme vous avez vu, d'après elle, il y a toujours des prémices sur un changement au niveau international, au niveau des systèmes, que ce soit politiques ou économiques. Les ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil de coopération du Golfe, de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Irak ont tenu vendredi à Jeddah une réunion consacrée à l'échange des points de vue sur nombre de questions et développements que connaît la région arabe, dont notamment le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Lors de cette réunion, les ministres ont tenu des consultations et ont échangé les points de vue sur les efforts consentis afin de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie qui mettra fin à toutes ses répercussions, préservera son unité, sa sécurité, sa stabilité et son identité arabe et facilitera son retour au sein de son entourage arabe pour le bien de son peuple, a indiqué un communiqué publié à l'issue de la rencontre. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Meqdad, a déclaré que ses récentes visites dans les capitales arabes visaient à ouvrir une nouvelle page. La Syrie était suspendue de la Ligue arabe en 2011 à la suite du soulèvement populaire.
Les ministres se sont mis d'accord sur l'importance de résoudre la crise humanitaire, garantir un climat favorable à l'acheminement des aides à toutes les régions de la Syrie, assurer les conditions nécessaires au retour de réfugiés et des déplacés syriens à leur région afin de mettre fin à leur souffrance et leur permettre un retour sûr à leur patrie, a fait savoir le communiqué, ajoutant que les ministres ont également convenu d'entreprendre davantage de mesures à même de contribuer à la stabilité en Syrie. Selon la même source, les responsables ont insisté sur l'importance de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et ses organisations, de la lutte contre le trafic de drogue, ainsi que l'importance de l'intervention des institutions de l'État pour préserver la souveraineté de la Syrie afin de mettre fin à la présence des milices armées et aux ingérences étrangères dans les affaires syriennes internes. Ils ont également affirmé que seule une solution politique est à même de résoudre la crise syrienne, notant l'importance du rôle de leadership arabe dans les efforts visant à mettre fin à la crise et mettre en place les mécanismes nécessaires à ce rôle, ainsi que le renforcement des consultations entre les pays arabes en vue de garantir la réussite de ces efforts, selon le communiqué. La réunion a également souligné la centralité et la priorité de la cause palestinienne, condamnant les pratiques israéliennes illégales qui compromettent la solution à deux États et les chances de parvenir à une paix juste et globale sur la base de solutions à deux États qui incarnent l'État palestinien indépendant et souverain avec sa capitale Al-Quds Est aux frontières du 4 juin 1967 et conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Les ministres ont aussi condamné les attaques israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa et la violation du caractère sacré des lieux saints, soulignant la nécessité de respecter la situation historique et juridique qui y règne. Ils ont en outre insisté sur le fait que la mosquée Al-Aqsa est un lieu de culte pour les musulmans. Clôturons donc cette édition par cet événement. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a assisté mardi matin à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf au centre de conférence internationale d'Amman à Nouveau-Caire, l'occasion de Laylatul Qadr ou la nuit de valeur. Bien sûr, le chef de l'État a tenu à son arrivée à serrer les mains de M. Ahmed Omar Hachem, ancien recteur de l'Université d'Al-Azhar, membre de l'autorité de grands oulémas d'Al-Azhar, membre du complexe des recherches islamiques. Le ministre de Waqf a prononcé une allocution des circonstances, soulignant que cette cérémonie organisée à chaque année confirme l'intérêt que l'État accorde au Saint-Coran, à ses récitateurs et à ses mémorisateurs et à son souci de faire prévaloir Kalimat al-Haq, le mot de la vérité selon le Coran et la Sunna. Un documentaire intitulé l'Égypte, c'est la roche de l'islam, c'est la roche de la maison, ou plutôt c'est la maison du Coran, a été projeté sur la grande valeur, le statut de Laylatul Qadr, ou la nuit de valeur. Le documentaire a souligné que l'Égypte a tenu tout le temps à accorder de l'attention aux préceptes, aux sciences et aux valeurs de l'islam, raison pour laquelle elle est devenue la roche de l'islam, la maison du Coran. Il a également mis en exergue les mosquées dont le nombre s'élève à plus de 10 000 qui ont été mises en place et rénovées durant les 9 dernières années prospères de la nouvelle République égyptienne. Le documentaire a également mis en relief l'inauguration des centres culturels islamiques d'Égypte pour concrétiser la vision future de l'État au service du Coran et de la pensée médiane avec une approche éclairée. Le ministère des Waqf précise que le documentaire a adopté un nombre de nouvelles activités interactives au service du Coran, un segment un segment artistique comprenant des chants et des supplications religieuses pour la troupe Saout Misr a été présenté lors de la cérémonie. Lors de la cérémonie également, le président Abdel Fattah al-Sisi a honoré les lauréats du 29e concours international de mémorisation du Coran. L'Égypte a décroché le premier prix du concours de mémorisation des Saint-Corans et de compréhension de ses significations générales et de ses objectifs. Donc, avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup et bon Ramadan à tous.